Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur repenser les investissements pour les enfants. Comme vous avez pu le voir, nous avons eu quelques changements sur le panel. Merci pour votre souplesse et d'avoir attendu que cette session démarre. À partir du moment où nous savons que nous sommes entre de bonnes mains, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est une session très importante pour moi. Je suis Rosaline Makanda, je suis associée senior au bureau de la directrice générale de Children's Investment Fund Foundation et c'est un honneur de modérer ce panel en partenariat avec le Paris Peace Forum. Et je ne doute pas que les échanges seront extrêmement enrichissants. Je vais présenter chacun brièvement. Cela ne fera pas justice à leur belle carrière, mais à côté de moi, j'ai Cher Norma, ministre de l'Information et de l'Éducation civique République du Sierra Leone, qui défend les enfants depuis très longtemps, un point de vue essentiel. Ensuite, nous avons l'envoyé de haut niveau et conseiller pour l'éducation, Nemsi Maniga, au Partenariat mondial pour l'éducation. Cela nous permettra de réfléchir à comment nous pouvons défendre les enfants pour l'éducation. C'est essentiel. Ensuite j'ai le docteur Valérie Bémo, directrice adjointe du développement mondial et réponse aux urgences à la Fondation Gates, qui est un partenaire essentiel pour le CIFF, le Children's Investment Fund Foundation. Nous, au PPF, nous essayons de mettre en place un cadre pour protéger les enfants. Et ensuite, nous avons avec nous Bertrand Barvel, directeur des partenariats publics à l'UNICEF, qui font un travail essentiel pour continuer à protéger les enfants. Et ensuite, je souhaite remercier Jean-Sébastien Conti, qui nous rejoint en dernière minute, qui est directeur des affaires internationales au ministère des Affaires étrangères, au nom de Madame Karoua, qui est excusée. Je vais d'abord me tourner vers Monsieur le ministre Ba, qui prendra la parole en premier pour respecter l'ordre diplomatique et le protocole. Que pouvons-nous apprendre du Sierra Leone? Nous avons beaucoup entendu au cours de ce forum qu'il y avait des coalitions qui devaient être construites pour défendre les personnes, la planète et la prospérité, et que ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait une conversation sur les bonnes pratiques et sur ce que nous connaissons. Donc, que pouvons-nous apprendre du Sierra Leone et comment pouvez-vous démontrer la valeur de l'investissement dans les enfants? Un grand merci, c'est un honneur que d'être ici et de participer à ce panel. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont représentés. C'est bien que vous soyez là. Je me réjouis d'être ici. Au Sierra Leone, eh bien, je pense que vous avez raison. Mon pays est un bon exemple de ce que cela signifie d'investir dans les enfants. Il y a 20 ans, nous avions l'une des mortalités infantiles les plus élevées au monde. Nous l'avons divisée par 2. Elle est toujours trop importante à l'heure actuelle, mais nous sommes en train de continuer à la faire baisser. Dans notre pays, nous avons décidé de continuer à investir dans l'éducation. Nous avons l'un des taux d'investissement les plus élevés sur notre continent en pourcentage du PIB. Il y a environ 1 million d'enfants au Sierra Leone qui reçoivent des repas à l'école lorsqu'ils sont scolarisés. C'est donc une approche volontaire que nous avons prise. Ce sont des arbitrages que nous avons faits sur les besoins de notre pays. Vous savez de quoi je parle. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres au monde. Nous souffrons de la crise climatique. Il y a des maladies telles qu'Ebola, la crise de Covid. Mais nous avons décidé que s'il y avait une clé magique qui pouvait résoudre les crises que nous connaissons aujourd'hui et à l'avenir, ce sont des investissements conscients dans le capital humain, dans la vie des enfants et des individus. C'est l'engagement qu'a pris notre pays. 3 points rapides que je souhaite citer. Le premier, c'est le besoin clair d'un leadership politique. Tout en haut, il faut qu'il y ait une vision et un leadership politique. Ensuite, des partenariats prévisibles et fiables avec des organisations, avec des partenariats bilatéraux, multilatéraux, mais des partenariats qui soutiennent notre vision, qui nous aident comme pays à arriver à nos fins et à mettre en œuvre notre vision.
Troisième point, souplesse et volonté de s'adapter, d'inclure des technologies, des innovations, de nouveaux outils. Comme je l'ai dit lors du dernier panel, au Sierra Leone, nous sommes ouverts pour la recherche, ouverts à la recherche, ouverts à l'innovation. N'hésitez pas à penser à notre pays comme un laboratoire. Cela nous aidera beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. J'aime beaucoup cette idée d'un investissement conscient dans le capital humain. Nous avons beaucoup parlé d'investissement, de mobilisation des capitaux au cours des derniers jours, mais si nous ne pensons pas au capital humain avant tout, alors nous coupons l'herbe sous le pied. Ensuite, je vais me tourner vers l'envoyé de haut niveau. En termes d'éducation, il ne faut pas penser juste à l'éducation, mais au rôle qu'elle joue dans la société pour la croissance économique. J'aimerais entendre quelques mots sur l'importance de cet investissement. Pourquoi ? D'abord, je suis ravie d'être ici et de participer à ce panel si prestigieux devant ce beau public. Je vais m'exprimer en français, donc n'hésitez pas à utiliser l'interprétation. Je vais essayer de répondre à la question en posant une question. Pouvez-vous imaginer un village ou un pays sans école? Essayez d'imaginer un pays, un village où tous les enfants, tous les jours, sont chez eux ou dans les rues. Essayez d'imaginer un jour un pays, un village, où même quand tous les enfants vont à l'école, ils n'apprennent rien. Ils n'ont pas les compétences nécessaires. Ça peut paraître une question abstraite, mais dans beaucoup de pays, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école ou vont à l'école, n'apprennent rien. Le GPE, c'est plus qu'un fonds qui investit pour mettre des enfants à l'école. Il est vrai que dans notre cycle de planification passé, 2021-2025, on a pu encourager avec beaucoup de partenaires pour mettre environ 370 millions d'enfants à l'école, ce qui est un record, ce qui est très bien. Mais c'est beaucoup plus qu'un fonds pour que les enfants aillent à l'école. C'est pour transformer les systèmes éducatifs, pour que les enfants apprennent ce qu'ils doivent apprendre pour avoir des compétences de vie. Je ne peux pas m'empêcher de parler de mon pays, Haïti, où j'ai été ministre de l'Éducation 2 fois. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à investir durablement pour que les enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, malheureusement, vous entendez les nouvelles, il y a beaucoup de violence des gangs, mais malheureusement, la moitié de ceux qui portent des armes, ce sont des enfants. Aucun pays ne peut s'empêcher d'investir durablement au niveau de l'éducation, que ce soit pour les enfants en particulier, que ce soit pour le développement cognitif, personnel, émotionnel des enfants, c'est une urgence. Sinon, les enfants seront exposés à être recrutés par les gangs pour les violences, ils seront exposés à ne plus pouvoir avoir un avenir. Parce que quand un pays, et c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec le dernier rapport que l'UNICEF vient de faire sur le coût de l'inaction par rapport à l'éducation des enfants, quand le GPE décide d'investir, et d'abord pour les filles en particulier, pour les garçons, c'est parce que quand vous émettez d'investir tôt, peu importe ce que vous faites quand les enfants ont 7 ans, 10 ans, c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pourquoi c'est important, le GPE investit beaucoup dans l'éducation des enfants, des jeunes, avec beaucoup de partenaires qui sont autour de cette table. Merci. Thank you, Special Envoy. I think this strikes me in this is that Merci, Monsieur l'envoyé spécial. Je pense que cela signifie que nous devons prendre l'enfant comme un tout. Il ne s'agit pas seulement d'investir dans la nutrition, dans la santé. Les enfants sont des êtres complexes et nous devons le garder à l'esprit quand nous investissons. Il ne s'agit pas simplement de quantité, mais de qualité de l'investissement. Je me tourne vers vous, Valérie. Cela fait très longtemps que vous travaillez sur ces questions, notamment dans différents secteurs. Vous avez un point de vue mondial lorsqu'il s'agit d'étudier les régions, la géographie. De ce point de vue-là, quelles sont les tendances mondiales que vous constatez, auxquelles il faut faire attention pour le bien-être des enfants, de façon à ce que cela représente des opportunités, et quels sont les risques, pour rebondir sur ce qu'a dit l'envoyé spécial? Merci. Je suis ravie d'être ici. Je pense que si vous m'aviez posé cette question il y a
un an, j'aurais sans doute répondu différemment. Beaucoup de progrès ont pu être constatés en ce qui concerne la santé des enfants, sur l'économie, le développement, beaucoup de progrès. Mais malheureusement, cette année, l'année écoulée a changé la situation profondément. Nous avons vu une bonne progression sur la réduction de la mortalité infantile. Tout cela s'accélérait, nous étions ravis. Malheureusement, l'année écoulée est la première au cours des 200 dernières années où la progression a été différente. Pour la première fois, la réduction de la mortalité infantile a changé de direction. C'est inquiétant. Nous avançons dans le bon sens, nous avons des solutions, nous savons pourquoi les enfants meurent. La première cause, et nous le savons, ce sont les maladies qui sont sur lesquelles on peut faire de la prévention par les vaccins. Nous savons qu'il y a la question de la malaria, qui est une cause majeure de mortalité infantile pour les enfants de moins de 5 ans. Nous savons comment remédier à la malnutrition, mais des enfants en meurent tout de même. Cela n'a aucun sens quand on sait que les enfants représentent le monde de demain, avec les crises, le climat, la guerre et une raréfaction des financements. Comment pouvons-nous penser que nous allons leur donner ce dont ils ont besoin? C'est notre responsabilité à tous. Cette tendance n'est pas acceptable. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce sens. Nous savons que beaucoup de coalitions ont été créées par le passé. L'UNICEF, le Gavi, le Fonds mondial, tout cela existe, mais ces fonds voient leurs ressources s'appauvrir. Certains d'entre eux vont même sans doute cesser d'exister. Je ne sais pas comment nous ferions dans ce cas-là. Je suis ravie de la présence du ministre Ba. Je pense qu'il faut aussi que nous devons travailler au niveau national. Les pays doivent en faire une priorité parce que lorsque l'on parle d'enfants, on parle aussi de modèles, des mères. On ne peut pas avoir un enfant en bonne santé si la mère n'est pas en bonne santé, si la communauté et la famille ne sont pas en bonne santé et que l'économie ne suit pas. C'est pourquoi il faut avoir une approche aussi complète que possible. Je me pose la question suivante. Comment allons-nous pouvoir agir si on sait ce qui fonctionne, ce dont nous avons besoin? Comment pouvons-nous assumer cela alors que nous avons toute la connaissance et que les choses ne vont pas dans le bon sens? C'est un défi pour nous tous pour voir ce que nous serons capables de raconter dans 5 à 10 ans. J'aimerais me tourner ensuite vers vous, Bertrand. Valérie a parlé du fait que nous savons ce qui fonctionne, que nous connaissons les solutions, mais je sais que l'UNICEF travaille dans des contextes extrêmement compliqués parfois. Ukraine, Gaza, Soudan, les pays touchés par l'ouragan Mélissa et tout ce que cela signifie pour l'accès à l'éducation des enfants au cours des prochaines semaines et des prochains mois. J'aimerais donc vous entendre sur la façon dont l'UNICEF arrive à défendre l'idée d'un investissement dans les enfants dans ces contextes, parce que nous avons des besoins qui interagissent et qui sont de plus en plus importants. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur le sujet. Merci beaucoup. Votre question est extrêmement pertinente étant donné les événements qui ont eu lieu ces derniers jours. Nous voyons des enfants qui sont dans l'œil d'un ouragan terrible. Nous voyons les contrôles du changement climatique qui est hors de contrôle. Nous voyons que les inégalités s'accentuent. La pauvreté infantile augmente également. Et en parallèle, nous avons de moins en moins de ressources pour y remédier. Donc ce qui est essentiel pour nous, c'est de savoir comment nous pouvons mobiliser les autres et établir les priorités.
première action à mettre en œuvre pour l'UNICEF, c'est de s'adresser à ses partenaires pour leur faire comprendre que sans eux, l'action en faveur des enfants ne peut pas avoir lieu. Et donc, il faut avoir une rhétorique qui soit convaincante au sein de chaque pays pour les convaincre de prendre à cœur les problématiques qui touchent les enfants, l'insécurité, l'instabilité. Nous devons également être capables d'établir un lien entre l'idée d'investissement et les enfants. Il faut voir que l'investissement dans les enfants est un investissement dans l'ensemble de la société. Et je pense, si je ne me trompe pas, que Valérie vient de nous rappeler le retour sur investissement dont nous avons bénéficié au cours des 20 dernières années. Au cours des 25 dernières années, le décrochage de la mortalité infantile a été spectaculaire. Donc, c'est un investissement qui donne des retours extrêmement gratifiants. Vous nous avez également parlé de ce que coûtait l'inaction. Si nous n'agissons pas, que se passera-t-il? C'est une question qui doit être soulevée. Nous avons ensuite un plan stratégique qui se concentre sur 5 domaines qui ont été définis grâce à un processus de consultation. Troisième point, renforcer notre soutien aux systèmes nationaux, aux politiques nationales, aux réformes, etc. Et c'est ce que le ministre Ba nous a décrit. Et nous devons avoir une approche différenciée selon les pays. Tous n'ont pas les mêmes besoins et le même niveau de développement des capacités. Donc, nous avons besoin de mise à l'échelle et d'impact. Ensuite, il faut des financements novateurs. Il faut faire venir le secteur privé et d'autres entités pour qu'ils apportent leur soutien au secteur public et aux résultats qu'il obtient. Merci. Cette idée d'agir de cette façon, parce que c'est la seule chose juste et intelligente à faire, et la rhétorique et la sensibilisation sur ce sujet sont essentielles. Vous avez parlé de partenariats externes, mais aussi de systèmes nationaux, de responsabilité des États, de capacité des États, et cela me donne une opportunité de faire la transition vers Jean-Sébastien. Merci d'être présent aujourd'hui. Nous sommes ici à Paris. Le Premier ministre de la Barbade a parlé du rôle que jouait la France dans la tenue de ces conversations, non seulement au Paris Peace Forum, mais au Forum de Paris sur la paix, pardon, mais aussi en termes d'impact et de conséquences financières. La France a montré qu'elle jouait un rôle de leader depuis plusieurs années, non seulement sur le financement du développement, mais aussi pour la question des enfants. Je suis curieuse, il y a beaucoup de demandes pour la politique extérieure, notamment les politiques de développement. Pourquoi la question de l'enfance est-elle si importante pour le développement de votre politique en général? Un grand merci. Je vais m'exprimer en français. Donc, je vous laisse quelques secondes pour utiliser vos casques d'interprétation avant de passer au français. L'engagement en faveur des enfants, c'est la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui. C'est la somme de souffrances et de douleurs que nous voyons quotidiennement sur le terrain et qui est absolument inacceptable. Quelques chiffres, vous les connaissez tous, mais ils sont insupportables. Près d'un enfant sur 5 vit dans des zones de conflit, subissant un niveau de violence sans précédent, y compris aujourd'hui. 1 sur 6 vit dans une situation d'extrême pauvreté. Et 213 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire selon l'UNICEF. Ce constat, il est alarmant. Il touche tous les enfants, particulièrement les filles. Comme vous le savez, plus de 230 millions de filles et de jeunes femmes ont subi des mutilations génitales quand elles étaient jeunes. Et au moins 12 millions sont mariées de force. Donc ces chiffres nous indignent et nous incitent à agir maintenant et ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Dès lors, sauver, protéger la vie des enfants est une responsabilité collective. C'est pourquoi la France est particulièrement engagée en ce sens. Financer des politiques, des projets en faveur de l'enfance ne doit pas, et nous y veillons, être considéré comme un coût, mais bien plus comme un investissement. Là aussi, les chiffres montrent l'utilité de cette action. Selon un rapport de la Banque mondiale, chaque dollar investi dans la lutte contre la malnutrition génère un retour de 23 $, alors que le coût d'inaction est énorme, 41 000 milliards de dollars. Chaque dollar investi dans la vaccination génère de même un rendement de 26 $. Et nous avons parlé dans un autre panel de l'intérêt d'investir en matière d'éducation, et je salue le partenariat mondial de l'éducation qui est dans ce panel. Donc dans ce contexte, bien sûr, il ne faut pas uniquement de la volonté politique, il faut aussi des moyens concrets. Et les financements sont essentiels. Vous mentionniez tout à l'heure les contraintes que nous rencontrons tous en matière de baisse significative mondiale de l'aide publique au développement, les contraintes sur les ressources publiques. Peut-être aussi parfois une certaine hésitation de certains de nos concitoyens à accepter ces dépenses. Et donc ces contraintes nous engagent à repenser nos moyens d'action individuels et collectifs et à nous réinventer en fait, à être créatifs, innovants, efficaces, plus stratégiques. Et cette tâche est ardue, mais nous sommes déterminés à la mener et nous essayons de la mener en France. Pour cela, nous devons d'abord rester politiquement mobilisés. Et donc, du côté français, cette mobilisation, elle est présente au niveau multilatéral, en convainquant et en élargissant la coalition d'États affinitaires pour empêcher les régressions. Elle est aussi au niveau national. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons convaincre nos concitoyens de l'importance de nos actions à l'international en mettant en exergue leur impact au-delà même de leur exigence ou de l'exigence morale de l'action. Deuxièmement, il nous faut aussi repenser nos financements. Pays donateurs, pays bénéficiaires, banque de développement, secteur privé, philanthropie, société civile, ce sont tous ces acteurs qui doivent être mobilisés dans une logique de coalition et de partenariat. Nous devons en outre explorer d'autres moyens de financement pour accroître les synergies et les projets, être innovants dans la façon de mener des programmes et des approches en la matière ont démontré leur efficacité. Je n'en citerai qu'une. Par exemple, les financements liés aux résultats qui ont été menés au Rwanda et qui ont permis, là aussi, sans doute d'être plus efficaces que par le passé. La France, dans ce contexte, est très mobilisée. Vous pouvez compter sur le soutien continu du pays que je sers. Cet engagement se traduit de manière concrète dans le secteur de la santé, en appui historique au Fonds mondial et à United, dans le secteur de l'éducation, notamment en soutien au partenariat mondial pour l'éducation. Du côté français, ce sont plus de 1,3 milliard d'euros par an qui sont investis en faveur du continuum éducatif, tant d'un point de vue bilatéral que multilatéral. Et au croisement de la santé et de l'éducation, la France agit également pour faire de la malnutrition sous toutes ses formes une de ses priorités. Vous mentionniez le sommet Nutrition for Growth que la France a accueilli en mars dernier. En conclusion, sur tous ces sujets, il est de notre responsabilité collective de rester ambitieux et mobilisés. Et dans ce contexte, je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you, Jean-Sébastien. And I think this Merci. Merci. On parle du rôle des partenaires externes, des partenariats bilatéraux, multilatéraux. On parle aussi de la philanthropie. Et pour revenir à ce que vous disiez sur une mission collective, je crois que ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect population. On voit bien souvent qu'il n'y a pas suffisamment d'appui au sein de l'opinion publique en faveur d'interventions humanitaires ou de développement à l'international. Et c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Or, il s'avère, bien entendu, que les populations sont beaucoup plus ouvertes à l'idée d'aider l'enfance. Et peut-être que c'est un axe sur lequel on peut communiquer mieux et plus. Alors, je me retourne vers Monsieur le ministre. Le fait de hiérarchiser les objectifs et de prioriser les filles, les fillettes et les enfants, la prévention des mariages forcés,
la promotion de la scolarisation des filles et des fillettes afin qu'elles puissent avoir des emplois de qualité et lutter également contre la mortalité infantile. Autant de thématiques dont je sais que vous avez été, qui ont été très au cœur de vos préoccupations et de longue date. Alors, pour revenir sur la question de l'investissement dans l'enfance, il faut veiller à ce que ces investissements aillent vers les populations les plus marginalisées. Comment faire? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Comment faire pour privilégier le bien-être des enfants et l'investissement dans l'enfance? Comment faire en sorte que les politiques mises en place ne laissent pas les enfants et veiller à ce qu'ils ne soient pas les laissés pour compte de ces politiques? Alors moi, je suis ministre de l'information et de l'éducation civique. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la communication, comment faire pour que l'opinion publique soit avec nous? Alors oui, comme vous l'avez dit, j'ai été responsable d'une ONG avant de mettre cette casquette. Le problème, c'est que comme tout le monde est d'accord dans cette pièce, comme tout le monde est de la même opinion, on a parfois l'impression qu'on s'est tous mis d'accord aux dépens de l'opinion publique. On essaye de lutter contre la confusion, contre la corruption qui existe dans le monde de l'aide internationale et c'est légitime. Bien. On essaye également de lutter contre la confiscation de ces financements par la bureaucratie. Tout cela est légitime, tout cela est indéniable. Et c'est quelque chose qui provoque une grogne au sein de l'opinion publique. Ça va de soi. Nous, en Sierra Leone, nous devons également nous intéresser aux données, aux faits. C'est la raison pour laquelle investir dans les filles et les fillettes, ça n'est pas quelque chose que nous faisons pour des raisons émotionnelles. C'est quelque chose que nous devons faire. Alors moi, je suis un homme, je suis féministe. Il y a énormément de travail que j'ai fait dans ma vie qui concerne les filles, les fillettes et la transition des... Et on me demande pourquoi. Eh bien, je réponds, moi, je suis née pauvre, j'ai été élevée par des femmes, et si vous voulez lutter contre la pauvreté, si vous voulez lutter contre l'inégalité et la violence, on n'a pas d'autre choix. Vous devez vous mobiliser sur la question des filles. Si vous investissez dans les filles, si vous les envoyez à l'école, si vous luttez contre la malnutrition, si vous luttez contre les mutilations génitales féminines, si vous veillez à ce que permettez aux filles d'avoir des enfants à leur rythme quand elles en ont envie, le retour sur investissement est considérable parce que ça va se traduire par des transformations dans chacun des domaines de la vie. La raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, nous devons faire un travail de sensibilisation du public. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est quelque chose que nous faisons pour des raisons de sentimentalisme. Nous le faisons parce que le sort de notre pays, l'avenir de notre pays en dépend. Oui, je crois qu'effectivement, ça appelle des applaudissements. Mais vous avez parlé de quelque chose d'intéressant aussi, qui est comment communiquer. Nous travaillons tous chacun dans notre bulle. Moi, je travaille ici sur l'emploi et l'infrastructure et je ne travaille que très peu sur la question de l'autonomisation des filles, par exemple. Eh bien, on se retrouve bien souvent à ne pas parler, se parler aux autres. Bien souvent, je me suis retrouvée dans ma carrière à essayer de comprendre les tenants et les aboutissants des programmes menés par les ministères des Finances, par exemple. On a travaillé avec à l'aune des conversations entre l'UE et l'AU, par exemple, et l'UA. Et bien souvent, nous devrions faire davantage d'efforts pour essayer de mettre en avant le fait que investir dans l'éducation, c'est aussi investir dans l'emploi. Donc, je me tourne vers vous qui êtes envoyé de haut niveau et conseiller pour l'éducation. Ma question, c'est comment convaincre tous les organes de l'État, du ministère des Finances aux différents partenaires externes, comment réussir à les convaincre qu'il s'agit là d'un investissement qui va marcher, un investissement qui aura du retour sur investissement. Est-ce que vous avez une perspective à nous donner d'un point de vue national?
en tant que représentant des ministères au sein d'une majorité gouvernementale. J'aimerais bien savoir comment ça marche pour vous. Je crois qu'il y a un mot-clé que tout ministre des Finances, tout citoyen comprend, c'est le capital humain. Aucun pays ne peut réussir sans mobiliser sa population jeune pour produire, pour réfléchir, produire, transformer, ajouter de la valeur. Et dans la plupart des pays aujourd'hui qui sont partenaires du Global Partnership for Education, la majorité de ces pays, plus de 60-70% de la population a moins de 25 ans. Là, on parle d'un potentiel énorme. Et investir dans la formation professionnelle, donner des opportunités d'emploi à travers une formation diplômante qui correspond à la fois aux besoins du marché local de ces pays, aux besoins de l'ensemble de la chaîne de production de ces pays, ce n'est pas uniquement de l'éducation au sens littéraire du terme, c'est de construire une capacité, un potentiel pour ces pays. Donc c'est vrai, investir dans l'éducation, ce n'est, en plus d'être un droit humain, en plus de savoir véritablement que c'est mettre les enfants et les jeunes en capacité de pouvoir être acteurs de leur propre destin, de ne pas attendre que ça soit un acte de charité, mais qu'on investisse dans leur propre terme. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle pour les ministres des Finances et les ministres de l'Éducation. Dans la plupart des pays, et je crois que le collègue Babel le dit, les jeunes ne demandent pas la permission. Heureusement, ils agissent. Vous voyez un peu tout ce qui se passe à travers la génération Z. Je pense que de plus en plus, et c'est pourquoi c'est dans la valeur de la transformation, et c'est pourquoi au niveau du partenariat mondial pour l'éducation, je dis souvent, on n'est pas confond. On vise à transformer les systèmes éducatifs pour qu'à travers les curricula, il y a une pensée critique, que les jeunes puissent prendre en main leur propre destin. Aujourd'hui, on ne peut pas compter uniquement que sur la volonté des adultes pour qu'un pays puisse se développer. Les jeunes sont debout, leur voix compte, leur voix sert à transformer l'éducation, et c'est l'intérêt du capital humain. Donc oui, je pense que c'est un vrai débat pour construire un récit pour mobiliser le pays et les ministères des Finances, mais aujourd'hui, les jeunes aider encore les pays à mieux comprendre que c'est critique d'investir. Les jeunes. Voilà. Allowing for people to hear the end of the translation. Thank you, High-Level Envoy. Merci beaucoup. Comment faire en sorte que les jeunes ne soient pas juste des récipiendaires de l'aide, mais soient également les acteurs de ces initiatives, de façon à ce qu'ils finissent par obtenir des diplômes et s'emparer de ces nouvelles infrastructures. Et je crois que nous sommes tous alliés dans cette lutte. Alors, je me tourne vers peut-être la seule personne qui soit jeune dans ce panel. Valérie, encore une fois, vous nous dites avec beaucoup de générosité que nous sommes tous très jeunes autour de cette table. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que nous avons tous à cœur de rassembler, de fédérer différentes modalités. On est tous au courant du fait que l'aide au développement est en baisse drastique. On sait que dans la plupart des pays, il y a un véritable effort qui est mis en œuvre pour faire des économies, tout simplement. Ça se traduit par un rétrécissement des budgets. Mais vous nous avez dit également qu'il y avait la possibilité de se tourner vers les bonnes causes. Mais malheureusement, il y a des limites à ce qu'on peut en tirer. Donc ma question, c'est quels sont les différents types de financement qui pourraient être associés de façon à combler ce déficit. Et bien entendu, quand on parle de secteur privé, on parle de KPI, on parle tout de suite d'objectifs, on parle d'un contrôle extrêmement strict qui est exercé sur la manière dont cet argent est dépensé. Merci. Alors, j'essaie de trouver la réponse adéquate. Je crois que je vais revenir à des notions de base.
Nous avons bien souvent des enfants. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir des enfants ici? Levez la main. Combien d'entre vous voulez avoir des enfants? Et j'aimerais dire la chose suivante. Pour leurs enfants, tous les parents, que les enfants soient nés ou pas encore, tous les parents veulent que leurs enfants soient sains, qu'ils soient nourris, qu'ils soient éduqués et qu'ils se débrouillent bien dans la vie sans dépendre de la charité des autres. C'est ça le premier investissement que chaque parent est disposé à consentir. C'est la première chose qui vient en tête des parents et c'est la première chose que nous avons en tête. Je sais que si je dis une maman, je sais qu'il y aura toujours une femme qui viendra et qui me dira « c'est une priorité pour moi ». Mon premier objectif, me dira n'importe quelle mère, c'est de veiller à ce que mon enfant soit nourri. Et bien souvent, on les voit comme des gens qui dépendent, ou en tout cas qui sont assez prompts à dépendre de la bonne volonté des autres. Ça n'est pas vrai. Le secteur privé, et bien souvent dans nos pays, ne sont pas mobilisés. Alors la question se pose, comment les convaincons-nous de la nécessité de développer une vraie conscience sociale? Bien, on peut le faire en leur disant que dès demain, les bénéfices se feront sentir. Leur mettre des chiffres sur les bénéfices qu'un investissement dans le domaine social pourrait représenter pour eux. Le retour sur investissement est tout à fait réel et nous devons les en convaincre. On parle ici d'investissement, mais également de changer la manière dont on dépense. Dans un grand nombre de pays à faible revenu, trop d'argent est dépensé pour rembourser la dette, au lieu d'investir dans le capital social de leur communauté. Et là, ça nous amène à la question, comment veiller à ce que l'on allège ou que l'on élimine la charge de la dette de façon à laisser les pays dépenser leur argent sur ce qui compte. Comment faire en sorte que les pays puissent dépenser leur argent de manière plus collective, plus multisectorielle et peut-être faire preuve d'innovation? Comment veiller à ce que les pays recourent à la recherche et développement? C'est ce que nous essayons de faire, nous, dans notre fondation. Nous essayons d'identifier les moyens les plus économiques, mais les plus innovants avec le secteur, avec l'industrie, de façon à ce que nous puissions garantir la meilleure qualité au plus bas prix. It's interesting, it's the juxtaposition, right? It's not charity. Je crois que ce que vous avez dit est très important. Je le répète, il ne s'agit pas de faire preuve de charité, il ne s'agit pas de pure générosité, il s'agit d'investissements qui payent. Et ça, c'est quelque chose que nous devons dire et asséner de nouveau dans l'ensemble des conversations que nous avons avec tous nos partenaires. Alors, avant de prendre une gorgée d'eau, et vous m'en excuserez, j'aimerais me tourner maintenant vers vous. Nous parlons bien souvent de santé, de nutrition, nous parlons d'éducation. Comment est-ce que l'on appuie ces interventions? Eh bien, c'est parfois simplement en promouvant les droits à l'intégrité physique des enfants de manière très simple. Alors, vous êtes directrice directeur des partenariats publics. Ma question, c'est quelles sont les interventions qui, selon vous, dans votre expérience, sont les plus utiles? Quelles sont les interventions? Si vous aviez un chèque en blanc à donner, à qui le donneriez-vous? C'est vraiment formidable d'entendre ce genre de témoignage, puisque c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'inspiration. On a besoin de savoir comment est-ce que l'on peut améliorer la vie des enfants. Alors, dans toutes nos interventions, ce que nous avons appris, comment faire pour garantir le succès de nos interventions? Eh bien, premièrement, investissement précoce. Un investissement dans les systèmes nationaux grâce à des partenariats inclusifs. C'est vraiment la recette du succès.
C'est comme ça que vous permettrez à vos initiatives de s'inscrire dans la durée et de manière pérenne. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité d'associer l'opinion publique. Eh bien, je crois que c'est vraiment le meilleur moyen. Alors, vous connaissez tous l'alliance Gavi qui porte essentiellement sur la vaccination généralisée. On a vu que initialement, il s'agissait simplement de fournir des vaccins, et maintenant, on en est à un point où leur travail est de renforcer les systèmes. Donc, non seulement ils renforcent la vaccination de manière régulière, mais ils sont dans une situation où nous sommes en mesure de les aider à mettre en place de la vaccination sur des longues durées et non plus financer des courtes campagnes de manière ponctuelle. Et par ailleurs, ce sont maintenant les pays qui financent ces opérations. Il y a également le programme Nutrition pour la croissance. Plusieurs partenariats internationaux, privés et publics, ont été associés à ce programme. L'objectif est de voir ce qu'il est possible de faire pour aider les communautés elles-mêmes de manière multisectorielle à elles-mêmes nourrir les enfants. On a aussi des exemples qui nous viennent du Brésil, du Kenya. C'est de plus en plus intéressant et on constate que plus ils sont liés à d'autres interventions intersectorielles, plus ils sont efficaces. Ils aident la nutrition, ils aident à l'éducation des enfants, mais également à une meilleure protection des enfants. Autre exemple, ce que nous faisons pour promouvoir l'éducation numérique grâce à des passeports d'apprentissage. Voilà quelques exemples de nos actions. L'objectif est de toujours intervenir par le truchement des politiques nationales et de toujours mettre au cœur de nos actions les droits des enfants. C'est vraiment comme ça que nous concevons nos budgets. Voilà certains des bons exemples que je souhaitais citer. Nous devons cesser de mener des projets fragmentés et nous concentrer sur des programmes de grande échelle, tout en investissant sur des systèmes et des capacités nationales. Nous devons aider les réformes politiques nationales et toujours faire en sorte que les budgets servent les enfants. Merci. On parle beaucoup de crise dans le développement mondial. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que nous devons renforcer les capacités des pays et non pas des acteurs extérieurs. Jean-Sébastien, je vous promets que je n'ai pas écrit cette question, mais elle m'est venue en tête lorsque l'un de mes collègues du FPP m'en parlait. Dans le cadre plus large de l'approche de 2030, on a toujours dit qu'il s'agissait là d'une date collective où nous pourrions enfin mesurer l'avancement dans la réalisation des objectifs du développement pour le millénaire. Donc ma question, c'est comment est-ce que l'on peut faire en sorte que les enfants restent au cœur de ces préoccupations à l'aune de cette date butoir de 2030? Merci. Je vais là aussi parler en français. Comme vous l'indiquiez, la France exercera l'année prochaine la présidence du G7. C'est une grande responsabilité et c'est aussi un moment qui nous offre une opportunité, surtout dans ce moment si difficile et dans la perspective de l'objectif de 2030. Les questions de développement et notamment de réforme de l'architecture du développement. On a parlé beaucoup d'innovation pour le développement, de country-led solutions, de mobilisation de nouveaux partenaires. Ces questions-là seront au cœur de la présidence française du G7, au-delà même de la question de l'enfance. Alors après, pour vous répondre sur la question du champ sectoriel le plus important, je crois que c'est extrêmement difficile dans la mesure où agir en faveur des enfants
enfants efficacement suppose de pouvoir avoir une action intégrée, une action holistique. Moi, j'ai commencé ma carrière au Cambodge et je travaillais auprès de jeunes enfants dans des orphelinats d'État. On était en 2001-2002, c'est-à-dire 8 ans après les accords de Paris. Et les enfants que je servais étaient des enfants qui étaient des enfants du génocide. Ce qu'il leur fallait, c'était l'éducation. Ce qu'il leur fallait, c'était la santé. Ce qu'il leur fallait, c'était d'être nourris. Ce qu'il leur fallait, c'était d'être tout simplement avec des gens qui s'occupent d'eux. Et signaler une seule priorité parmi ces priorités serait particulièrement difficile. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est que cette expérience m'a montré qu'on avait une obligation de résultats, qu'on avait une obligation morale d'être efficace, qu'on avait une obligation de les aider. Et donc, c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que la vision de l'enfance comme quelque chose de holistique est tout à fait au cœur. Comme vous l'avez dit, Valérie, il y a beaucoup de personnes ici qui ont des enfants ou qui veulent en avoir. Et bien souvent, on se rend compte assez rapidement que lorsqu'on s'occupe d'un enfant, on ne s'occupe pas d'un seul besoin. Et je crois qu'il serait illusoire de séparer ces besoins. Alors, je crois que je suis un peu partagée parce que nous avons 2 cocktails qui nous attendent, l'un qui va commencer dans 2 minutes, l'autre dans 10 minutes. Donc, par respect pour aussi bien le public que les membres de notre panel, je crois que je vais mettre fin à cette conversation ici. Merci beaucoup à tous les membres, merci beaucoup à tous nos oratrices et notre oratrice et tous nos orateurs, merci au public. Je pense que la morale de tout cela, c'est que nous devons mettre l'enfance au cœur de notre système de financement et de l'ensemble de nos nouvelles coalitions. J'étais en train de parler à quelqu'un de Cades qui nous disait qu'il revenait d'une réunion en Italie et qui nous disait qu'il était vraiment primordial de remettre la communauté de la foi au cœur de tout cela pour nous assurer que ils ont leur rôle à jouer et ils peuvent se faire entendre. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on veille à ce que les enfants, comme je l'ai dit, soient au cœur de nos préoccupations et comment on veille à ce que vos travaux progressent dans le bon sens. Merci et merci encore au public pour votre attention.